pourquoi la BD et comment je suis arrivé à en faire un métier? J'ai un peu la réponse que tous les dessinateurs donnent. C'est une passion d'enfant. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là. Gamin, c'était vraiment une vraie passion. Depuis les Tintins, soigneusement emballés dans du papier craft qui était dans une malle chez ma grand-mère, chez mes grands-parents maternels, et que j'avais le droit de lire. C'est là que mon premier livre que j'ai lu, c'est Le Crabe aux pinces d'or. Voilà. C'était une bande dessinée, c'était un Tintin. Mes grands-parents paternels qui avaient une maison à Saint-Mandé, on était invités à déjeuner, j'aimais beaucoup ce petit moment familial. Et les adultes restaient au rez-de-chaussée, et nous, les enfants, eh bien, on montait au dernier étage où il y avait une pièce qui était réservée aux enfants, une ancienne chambre. Et il y avait une armoire, et dedans, il y avait des tas de vieux jeux, mais qui me paraissaient très, très vieux. C'était de l'avant-guerre, quoi. Et il y avait au milieu de tout ça un Zigapus. Zigapus et Furette. Vraiment, ça me fascinait, cette bande dessinée. Un peu bizarre, un peu mal dessinée, un drôle de mise en couleur. Ça fait partie des grosses influences, des étincelles qui ont fait que j'ai fait ce métier. En seconde, je me suis retrouvé aux arts appliqués. Et j'y suis resté 7 ans. Et j'en garde un souvenir formidable, quoi, parce que on s'aiguisait l'œil et l'esprit à la chose de l'art, quoi. Moi qui aimais beaucoup Tintin, Zigépus, etc., et qui lisais beaucoup le journal de Spirou, toutes les semaines, 2,50 francs, que je piquais dans le porte-monnaie de ma mère. En même temps, j'ai vu arriver, aux heures appliquées, j'ai vu arriver Métal Hurlant à suivre. Donc c'est un peu ce mélange de Spirou à Métal Hurlant à suivre. Je dirais que la charnière entre tous ces mondes-là, ça a été le trombone illustré dans Spirou, qui était extraordinaire. Pour moi, j'adorais absolument. Et parallèlement à ça, évidemment, moi, je faisais de la bande dessinée qui était mal vue à l'époque, dans les écoles. Il faut le dire, il n'y avait pas d'école de bande dessinée. Mais par contre, j'avais des potes qui, eux aussi, étaient passionnés par la BD. Et puis, tout naturellement, on se mettait à faire des fanzines. Et donc, ça, le fanzina, pour moi, était une expérience très chouette et fondamentale. C'est à cette période que j'ai rencontré Jean-Christophe Menu, d'ailleurs, qui faisait lui aussi un fanzine, le Laxatif, et puis on s'est rencontrés et, à partir du numéro 3, avec Matt Ponture. Puis alors après, on est devenus très potes et on voulait continuer à faire des beaux fanzines. Hergé, pour eux, c'était vraiment vieux réac, ringard, voire facho, et voir à l'époque, quand même, les choses changées, homo. Pour eux, c'était de la BD de PD. C'est incroyable quand on y pense, parce qu'il n'y avait pas de bonnes femmes dans Tintin. Alors, ils n'allaient pas plus loin que ça. Bon. Donc j'étais pote avec Menu, avec qui je participais à ces fanzines, ce qui ne m'empêchait pas de participer à d'autres fanzines parallèlement. Et une des choses que je trouvais formidable chez ce gars-là, c'est qu'il était vraiment très brillant, très drôle, très iconoclaste, mais il y avait un bagage culturel chez ce brillant personnage, et notamment en bande dessinée. Tout comme moi, il adorait le journal de Spirou, mais d'une façon un peu dingologique. On lui disait de la voiture immergée de Tillieux, et il vous disait, c'est paru dans le journal de Spirou à telle date, du numéro temps au numéro temps. Et donc, il avait comme bagage aussi la bande dessinée classique. Et donc pour lui, Hergé, c'était pas du tout ridicule. Il avait un immense respect pour Hergé, pour Franquin, Tillieux, Gigé, tous ces gars-là, quoi. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai découvert Chaland, c'était bon, alors, dans les pages de Météor Hurlant, mais le premier album que j'ai acheté, c'est Captivant. Ah, j'ai trouvé ça génial et tout. Puis alors, j'ai acheté les autres et tout, petit à petit. Et je me souviens d'avoir acheté le tirage de tête de Bob Fish chez Temps Futur à Paris. Et c'était 250 francs le livre. Et j'avais presque un malaise. J'étais un peu gêné, un peu honteux de mettre autant d'argent dans une bande dessinée. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je me disais, mais je suis fou, tout. Et j'ai été au jardin de Luxembourg, j'ai sorti le bouquin de son sac, puis je l'ai lu, là, comme ça, comme un trésor, assis sur un banc dans le jardin de Luxembourg. Tu sais, je suis devenu vraiment un fan, un collectionneur. C'était vraiment tout ce qu'il faisait, c'était génial, quoi. On voulait pour les Lynx 6 et 7, qui étaient cartonnés, qui étaient vraiment la Rolls
du fanzine de l'époque et pour, attirer un peu le chaland, si je puis dire, au sujet de chaland, on a décidé d'interviewer des auteurs de bande dessinée qui auraient pu faire vendre et donc le premier, le 6, on a donc, proposé à Chaland, il a accepté, on a été chez lui. Il a été très sympa, moi j'étais très nerveux. J'avais les planches originales de mon premier album, La Grande Course, qui devait paraître, chez Futuropolis, dans la collection X. Je lui ai montré, voilà. Il n'a pas été méchant, je savais qu'il pouvait être très sec et sans, sans pincettes. Il pouvait dire ce qu'il voulait, ce qu'il pensait. Il n'a pas été méchant. Il m'a dit oui, c'est sur la bonne voie. Voilà. Je me suis contenté de ce compliment. On a fait ce lynx qui était qu'on essayait de faire le mieux possible, le 6 et le 7, qui étaient donc diffusés. Et là, ça a été un énorme échec. Parce que le diffuseur s'est foutu de nous. Je crois qu'il est parti avec la caisse sous le bras, plus ou moins. Enfin bon, il a fait une espèce de faillite, on s'est fait complètement rouler. Et donc, voilà, on s'est retrouvé avec nos lynx sur les bras. Je les ai engouffrés dans la cave de chez mes parents. Mon père appelait ça le mur de la honte. Enfin, c'est très drôle. Premier problème, la diffusion. Donc très vite, il s'est dit, bon, bah, après tout, ben, voilà, on va créer une structure où il n'y aura pas de diffuseur. C'est nous qui diffuserons nous-mêmes nos productions. Entre-temps, j'avais fait 2 albums chez Futuropolis, dans la collection X, et Robial nous aimait bien. J'avais introduit, enfin, j'avais introduit Manu et Matt Monture, qui eux aussi avaient fait donc à leur tour des pâtes de mouche. J'avais essayé d'en faire autant avec Kilofer, mais Robial, curieusement, ne voulait pas du travail de Kilofer. Tout le monde peut se tromper. Et donc, il voyait bien qu'il y avait une petite bande qui commençait à devenir intéressante et il nous a proposé de financer notre fanzine, sachant nos déboires avec le lynx et les diffuseurs. Et donc, ça a été la revue Labo qui l'a entièrement financé, qui était édité par Futuropolis. C'était en fait un essai de faire un fanzine et une revue éditée par Futuropolis. Et on avait carte blanche, on faisait ce qu'on voulait. Alors, on s'est bien éclaté. Jean-Christophe Muleux, qui lui voulait vraiment être éditeur et qui voulait être libre, même s'il admirait beaucoup Étienne Robial et qui le remerciait beaucoup d'avoir fait ce geste, a décidé de se lancer encore une fois tout seul et de faire un truc libre, sans éditeur. Et donc, c'est à ce moment-là, au milieu de toute cette bande de dessinateurs qui ont participé à ce labo, qu'il a lancé. Voilà, bon, bah, nous, on crée un truc, une structure, on va faire une revue et on va éditer des albums. On ne sait pas encore comment ça va s'appeler et qu'est-ce que ce sera, mais voilà, moi, je fonce, j'y vais. Alors, ceux qui veulent faire partie du truc, eh ben, me suivent. Donc, il y a eu, bien sûr, Matt Conture et moi qui étions le noyau dur avec Manu, de l'époque Lynx. Et il y a eu Lewis Trondheim que Jean-Christophe Menu avait rencontré dans un colloque de bande dessinée à Cerisy, et que je connaissais pas, qui est arrivé avec ses petites BD, alors qu'il savait pas dessiner, faites avec des tout petits dessins, agrandis à la photocopieuse. C'était très brillant, très intelligent et surtout très très drôle. Il y a eu un autre copain de Menu qui était Patrice Kilofer, que je connaissais pas non plus, qui faisait des trucs complètement délirants. Et moi, j'avais amené David B, que j'avais rencontré dans un autre fanzine qui s'appelait Rare et Cher, édité par un certain Charles Imbert, qui était un gars très sympa à l'époque et qui avait fait un fanzine qui avait la particularité de payer ses dessinateurs. Voilà. Donc, et qui était diffusé en kiosque. Moi, je trouvais que le gars était vraiment formidable, quoi. C'est ça qui est important dans toute cette bande-là, c'est que à chaque fois, j'ai trouvé des individus vraiment formidables, quoi. D'abord Menu, qui, est, qui était une personnalité extraordinaire. Matt Conture, qui était à l'époque un punk à Crète, qui était gentil comme tout, qui avait un univers vraiment formidable, très personnel. Kilofer, qui était le délirant rigolo qu'il est toujours aujourd'hui, et puis en même temps avec une érudition vraiment qui m'épatait. Et puis David aussi, lui, alors là, très érudit, très intelligent, très brillant, et puis très drôle.
Alors donc, c'est parti, on crée l'association. On était tous, chacun de notre côté avec nos vies professionnelles qui démarraient. Moi, je sortais des arts appliqués. J'ai commencé à gagner ma vie avec mon travail. Donc, moi, c'était surtout les illustrations pour gagner de l'argent parce que c'était payé honnêtement. Et puis la bande dessinée, c'était payé en droit d'auteur. Donc ça se vendait, c'était payé, ça se vendait pas, c'était très mal payé. On devait se contenter des avances sur droit pour les éditeurs qui en accordaient. Et comme c'était un travail très long et fastidieux, les avances sur droit, bien souvent, ne suffisaient pas. Donc il fallait que je finance un petit peu tout ça par mes boulots d'illustration. L'association, ça nous permettait surtout, enfin moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai vécu la chose, à faire des bandes dessinées expérimentales. C'était ça le truc. Comme c'était une association à but non lucratif, loi 1901, on n'avait pas le droit d'être payé. C'est pour ça qu'on a nommé des hommes et des femmes de paille pour tenir ces postes, qui sont obligatoires, trésoriers, etc. Mais nous, on n'était pas payé pour le boulot qu'on faisait pour l'association. Si on était payé, c'est pas nos droits d'auteur si on en touchait, c'est tout. J'avais un copain à l'époque, le libraire de la librairie Super Héros à Paris, Yves Boniface, aimait beaucoup mon travail et qui était quand même un mec très intéressant, qui avait vraiment du pif concernant la bande dessinée. Et il avait un entre-gens assez important dans le milieu. Quelques temps plus tard, il y a deux potes à lui qui vont le voir, José Bouquet et Jean-Luc Fromental, parce qu'ils ont une idée géniale, c'était de mettre en bande dessinée la vie d'Hergé. Ils avaient été très inspirés aussi par le Art Spiegelman, le Maus de Art Spiegelman. C'était une nouvelle tendance qui arrivait sur le marché de la BD, de faire des biographies. Par contre, une biographie d'Hergé, le pape de la bande dessinée, ça, c'était vraiment une super idée. Ils en avaient parlé avec leurs copains de l'époque. Alors, les dessinateurs ont tous décliné. Ils avaient peur des héritiers d'Hergé. Et ils avaient peur de la masse de travail, parce qu'il fallait vraiment faire beaucoup de planches, et puis des planches qui étaient ancrées à des époques différentes. Il y avait un problème de documentation, etc., une certaine rigueur à avoir. Et quant aux éditeurs qui ont été sollicités, ben, évidemment, ils ont d'abord été frappés aux portes de Casterman et compagnie, et eux, ils ont tous dit, oh, non, on touche pas. Donc ils étaient un peu dépités quand ils ont vu Yves Boniface, qui, entre-temps, avait créé une petite maison d'édition pour créer surtout des images, et qui s'appelait Reporter. Et il a dit, oh, c'est une idée géniale, moi, je prends, je vous le fais. Et je connais même des dessinateurs qui vous le font. Et il avait pensé à moi. J'avais pas peur parce que j'avais rien à perdre. Ce qui m'a surtout motivé, c'est deux choses. J'avais peur qu'un autre dessinateur le fasse à ma place. Et deux, j'avais très vite endossé une sacro-sainte mission de défendre Hergé. Et ça a été mon premier succès. Un des rares succès de librairie que j'ai eu, mais je m'en fiche, c'est pas pour ça que je fais de la bande dessinée. Alors c'est vrai que je suis taxé de dessinateur un peu ligne claire. Pourquoi pas, moi je cherche pas à faire tel ou tel style, je dessine comme j'ai envie de dessiner, c'est tout. Tardy lui-même l'a dit, mais ce que tu fais, c'est pas de la ligne claire, non, tu fais pas de la ligne claire, tu fais du Stanislas, et puis voilà, c'est tout. L'Hélimop, elle apparaît, c'est une voiture hélice, donc, qui apparaît pour la première fois dans mon premier livre, La Grande Course, qui était une sorte de message écolo, comme je l'ai toujours été, anti-Paris-Dakar, un peu, parce que je détestais cette course de garagistes à travers le désert, là, en écrasant des petites filles de temps en temps, et en laissant des carcasses dégueulasses dans la nature. Donc j'avais fait cette grande course avec des voitures hélices. Je l'ai remise dans quelques autres bandes dessinées. Et, bah, de fil en aiguille, c'est un peu devenu presque mon logo, sans le faire exprès. Et comme moi, aux arts appliqués, j'ai appris un peu l'archi et le design, que j'ai un diplôme de design, j'aime beaucoup le design d'objets. Comme le dit tout inox, chaque objet est façonné par sa fonction. Et donc, si l'Hélimop a cette forme-là, c'est pas pour rien. Si elle est tout en hauteur, c'est pour que le lisse puisse passer sans bousiller les pneus, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont logiques. Les objets ont-ils une âme? En tous les cas, elles ont l'âme qu'on veut bien leur donner. Moi, j'en ai toujours dans les poches, que ce soit des objets manufacturés ou naturels aussi. Il y a aussi ces objets. J'ai toujours dans les poches, selon les saisons, mais bon. Alors, bon, un de mes objets préférés, c'est quand même la pomme de pin. C'est vraiment magnifique, il y en a toujours plein chez moi. J'ai toujours dans les poches des marrons,
surtout à la saison des marrons. Et ça, je suis très fier. Ça, c'est un marron de mon marronnier. C'est moi qui ai planté un marronnier il y a 20 ans. J'ai planté un marron dans mon petit jardin et un marronnier est né et maintenant il donne des marrons. J'ai ramassé sur la plage cet objet magnifique. C'est un plomb de pêche, mais il est très beau. Alors il a une âme parce qu'il a vécu sa vie. Il a été jeté dans la mer au bout d'une ligne. Il s'est cassé et puis il a échoué sur la plage avec son hameçon. Et donc mon fils l'a ramassé parce que le hameçon, ça pouvait être dangereux. Et moi j'ai récupéré le plomb parce que je trouve qu'il a une belle forme. Il y en a plein sur mon bureau. Il y en a plein. Cet encrier là, bon. Ça, c'est aussi un très bel objet parce que là aussi, il a une forme façonnée par sa fonction. Il est très connu, Waterman. Il a cette forme parce que vous pouvez le basculer comme ça sur le côté quand il est à moitié vide et vous pouvez tremper votre plume. Enfin bon.